Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Mediapro, l'émission qui parle de télévision et des médias, bien sûr. Ce soir, on ne va pas parler de feuilleton, on ne va pas parler de séries, on ne va pas parler d'audiovisuel, mais de communication. Ce soir, on va parler du soft power. Quel impact le soft power a sur l'audiovisuel, la télévision et surtout le cinéma? Pour en parler, bien sûr, j'ai toujours à mes côtés mes deux compères, Rida Hariresh, bonsoir, et bien sûr Faisal Matawi. Fidèle au rendez-vous. Mais avant de commencer le débat, je vous laisse avec ce sujet réalisé par notre confrère du département de langue française, Marwan Ben Safi, pardon. Et on va revoir un petit peu l'impact du soft power sur la culture et surtout sur le cinéma. On regarde ce VTR et on revient au débat. Le monde culturel et ceux qui le fabriquent sont définitivement les architectes de la chose politique, et les séries télévisées participent à cette dynamique. Elles construisent un objet politique et enrichissent les approches autour du pouvoir. Ce concept créé par Joseph Nye dans les années 1990 s'appelle le soft power, ou le pouvoir doux. Il désigne la capacité d'un État à séduire et à attirer une audience étrangère par le biais de 3 sources principales et non coercitives. Sa culture, la plus souvent utilisée, ses valeurs et ses politiques étrangères lorsque celles-ci sont perçues comme légitimes. Il s'oppose au hard power qui signifie le pouvoir de contrainte et repose donc sur l'usage de la force ou la menace d'y recourir pour parvenir à ses fins. Si le concept a été développé aux États-Unis vers 1990, la notion est née au XIXe siècle au Royaume-Uni. C'est, en partie à travers la culture britannique, sa littérature, Shakespeare, les enquêtes de Sherlock Holmes ou encore Alice au pays des merveilles, que le Royaume-Uni a pu exercer au XIXe siècle et au début du XXe une forte influence. Avant, il y avait le soft power américain avec les westerns et les films policiers et d'action et ensuite les films de guerre. Aujourd'hui, il y a le soft power chinois, coréen, arabe et même turc. Le cinéma constitue ainsi un atout majeur d'outils du soft power. En 2017, un classement a été créé en associant à chaque pays un score conçu en agrégeant de nombreuses données. D'une part, des données dites objectives sont utilisées, par exemple le nombre annuel de touristes, d'articles scientifiques publiés, d'ambassades, de succès musicaux ou sportifs, ou encore l'indice de développement humain du pays. La diplomatie, les alliances, la coopération institutionnelle ou non, l'aide économique, l'attractivité de la culture, la diffusion de l'éducation ou le rayonnement d'un modèle politico-économique et de valeurs constituent les principaux vecteurs du soft power. Il s'agit là d'autant de moyens pacifiques pour convaincre les autres acteurs des relations internationales d'agir ou de se positionner dans un sens donné. L'efficacité du soft power d'un État est également liée à la puissance de celui-ci. Mais l'image véhiculée par l'État, le niveau de développement de ses réseaux, son histoire ou l'autorité de ses dirigeants peuvent également renforcer l'effectivité du soft power qu'il exerce. Il convient enfin de souligner que la garantie de sécurité qu'il représente peut aussi influer sur cette capacité de persuasion. La notion de smart power est ainsi parfois employée pour évoquer les effets d'une combinaison utile entre soft power et hard power. Alors, messieurs, le soft power a été créé, un concept qui a été créé dans les années 90 par Joseph Nye, implique justement tout ce qui est conditionne notre quotidien, en fin de compte, la mainmise totale sur le quotidien de l'être humain. Et parfois, on dirait un petit peu l'impact qu'ont un petit peu les marques, mais aussi tous les concepts culturels, économiques, mais aussi politiques, sur la vie de certaines personnes, mais aussi sur le quotidien de certaines nations. Et bien sûr, le premier qui a créé ou lancé le soft power, c'est les Américains. Est-ce qu'on peut considérer que le western était le début du soft power ? Oui, d'une certaine manière, parce que le cinéma est au cœur du soft power. Le gene fait partie du soft power. Parce que le western ou le Far West voulait donner l'idée que les territoires américains existaient, qu'on est en train de conquérir un territoire, parce qu'il y a beaucoup de paysages dans les films westerns. Il y a eu presque 3000 westerns réalisés durant la grande période du western. Dès le début du lancement du cinéma, années 30, 1920, les années 30, 20... Jusqu'à les années 50, 60. Même plus tard. Oui, pour le western reste un petit peu... Parce qu'après, il y avait d'autres westerns d'autre part, mais le western avait une idée, c'est de montrer l'Indien dans un caractère sauvage. L'Indien, bien sûr, qui sont les habitants historiques du territoire de Nord-Amérique. Les autochtones. Les autochtones, comme on les appelle, ne sont pas des sauvages, comme on les a présentés. Voilà. Parce que quand on voit le western, c'est le village,
l'homme blanc avec son église, sa banque et son shérif. Et ces idées de l'ordre, de la finance et de la religion, on les retrouve bien sûr plus tard dans le cinéma américain, dans les séries, etc. Et le western aussi avait pour but de montrer que l'Amérique avait son territoire, qu'elle le maîtrisait, et que l'homme blanc est venu pour civiliser l'Indien, qui est probablement plus civilisé que l'homme blanc. Mais là, c'est le soft power qui était si vous voulez, dans une forme très brute, parce qu'il y a des westerns qui sont au premier degré. Le sauvage est à côté et le bon est de l'autre. À supposer que l'homme blanc qui est venu conquérir l'Amérique, vous savez que les Américains ont fait dans la conquête de l'Ouest, il y a eu beaucoup de crimes, beaucoup de carnage contre les Indiens. Il y a eu la fameuse piste des larmes, on a obligé les Indiens, on les a déplacés vers d'autres territoires, les Cherokees notamment, qui a eu lieu donc vers les années 1835 à mon sens, mais cet épisode très douloureux pour le peuple indien n'a jamais été évoqué par le cinéma américain que 60 ans ou 70 ans après. Donc ça a commencé par le western, bien sûr ça s'est développé après avec les polars, avec les films d'action, les films de guerre notamment, tous les films de guerre, sauf exception, sont des films qui portent l'idée du soft power ou de la propagande, parce que parfois la frontière entre le soft power qui est un pouvoir doux, et pour Joseph Ney, c'est l'habilité à séduire et à attirer, c'est donner une belle séduire image. Et attirer la belle image. Et Joseph Ney, c'est pas n'importe qui, c'est un homme qui est dans la Trilatérale, qui est une commission, un groupe privé qui regroupe les grands penseurs, les hommes d'affaires, les journalistes. Il fait partie du think tank américain. Américain, il était aux côtés de Kissinger, de Brzezinski, etc. Et donc il a conceptualisé la forme parce qu'à l'époque, il voulait savoir the changing nature of American power, la nature changeante du pouvoir américain en 1990. Parce que 15 ans après, il va changer d'idée, il va s'interroger est-ce que c'est la fin du siècle américain? Parce que la crainte à l'époque, les années 90, le chute du mur de Berlin, c'était que l'Amérique perdait son pouvoir parce que le monde d'avant, le monde qui est né après la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, a commencé à changer avec le démantèlement, si vous voulez, du bloc soviétique. Alors, Reda, puisqu'on en parle, le soft power, c'est de la politique aussi. Hein, donc, c'est la même mise un petit peu, une hégémonie un petit peu politique, mais aussi économique. Bien sûr, on a parlé du western, mais il y a aussi tout ce qui va avec, hein, le gin, le chewing-gum, le Coca-Cola, le chocolat. Le mode de consommation. Le mode de consommation, et qui va avec aujourd'hui Netflix, Macintosh, Apple et tout. Oui, incontestablement, c'est une arme d'influence. On peut résumer tout ça, que ce soit les films western, les films de guerre qui concernent la Seconde Guerre mondiale, les films sur la guerre de sécession, et d'autres films encore plus récents comme les séries Dynasty, Dallas. On en a parlé la dernière fois. Dallas fait partie de l'un des principaux soft power des années 80, hein, donc 80-90. Le modèle modèle américain. C'est le modèle américain et on peut le résumer dans l'American Way of Life. C'est ça. Voilà. C'est quelque chose qui s'exporte dans le monde entier, puisque 50% des recettes du cinéma américain sont faites à l'étranger. Ça permet au cinéma américain de vivre et aussi de donner des États-Unis une image positive dans le monde. Alors, si on parle aujourd'hui du soft power, est-ce que l'Amérique est en recul par rapport à d'autres pays? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas du soft power seulement américain, mais il y a le soft power chinois, russe, arabe et même turc et coréen. Oui, les Américains l'ont compris. Joseph Ney en fait partie. Qu'il n'y a pas que le soft power américain, parce que le soft power, ça englobe la langue, ça englobe les échanges culturels, ça englobe la diplomatie, ça englobe le sport, parce qu'à un moment donné, on a ignoré le sport. Oui, le sport aussi fait partie. C'est devenu maintenant vraiment un moyen du soft power, d'influencer. Tous les États maintenant, les puissances, voudraient organiser la Coupe du Monde du football ou les Jeux Olympiques. Vous voyez comment, parfois il y a beaucoup de lobbying pour organiser les Jeux Olympiques, parce que ça donne une image du pays, ça développe sa culture, etc. Effectivement, vous avez évoqué d'autres pays qui sont entrés. Tout le monde a compris que oui, on peut faire le soft power, il n'y a pas que les Américains, il y a les Turcs. Les séries turques maintenant envahissent le monde arabe et même au-delà, le monde asiatique. Ouais. Les dramas coréens, les dramas japonais aussi. Hindous aussi. Hein. Oui. Les pays comme l'Inde, la Chine aussi. Et il n'y a pas maintenant que le cinéma, aussi, parce que la culture, il y a plusieurs éléments de la culture. La musique. Maintenant, à un moment donné, on avait parlé de world music, la musique
du monde, mais c'était une volonté de dépasser les spécificités, parce que chaque région, notamment la région africaine, qui est très riche en matière de folklore et d'héritage musical. Maintenant, les musiques sont aussi... vous avez vu comment un clip du Sud-Coréen qui avait Gangnam Style, je me semble. Gangnam Style qui a fait plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Hein. Oui, alors que la chanson est tout à fait banale. C'est une chanson banale, oui. Mais c'était aussi du soft power coréen qui était derrière, parce qu'ils chantaient en coréen, ils ne chantaient pas en anglais. Donc les Américains ont compris aussi qu'ils ne sont pas seuls, et c'est pour ça qu'on est passé à d'autres formes de power, de pouvoir. On en parlera après, si vous voulez, le smart power, qui est un pouvoir intelligent qui combine le hard power, ça veut dire la contrainte, la force, la violence, et le pouvoir doux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de soft power arabe, par exemple? Oui. Est-ce que le feuilleton égyptien faisait partie justement du soft power? Oui, il faisait. Bon, à un moment donné, au début des années 50, 60, 70. C'est peut-être une domination culturelle, mais pas un soft power. Les Égyptiens ne faisaient pas ça dans le sens de domination, parce que c'est vrai que parce qu'il y a une grosse industrie du cinéma, de télévision en Égypte. Il y a des studios, il y a beaucoup de sociétés privées. La formation aux arts dramatiques est très forte. Après, il y a aussi les Libanais aussi qui ont produit aussi beaucoup dans les années 70-80. Fayrouz, les films chantants. Voilà, les comédies musicales. Fayrouz est un... Farid al-Atrash, Abd al-Halim Hafez pour le Liban. Ouais. Farid al-Atrash, Abd al-Halim Hafez, Kulthum et tous ces chanteurs, ils sont gardés jusqu'à maintenant, 50 ans, 60 ans après, on les écoute toujours. Quand vous êtes dans les cafés au Caire, il y a toujours la chanson de Kulthum, parce que ça d'ailleurs, vous l'aurez remarqué dans le cinéma américain, lorsqu'on part du Caire, on écoute Kulthum ou Abd al-Halim Hafez. Ça veut dire qu'ils sont vraiment présents dans le c'est le cachet égyptien. Ça marque le cachet égyptien, effectivement. Oui. La Syrie aussi, il y avait aussi un héritage musical avant qu'il y ait le drame que le peuple syrien connaît. Mais même s'il y a eu le drame, la Syrie n'a pas baissé les bras, puisqu'elle produit beaucoup de feuilletons, elle s'est imposée sur le paysage audiovisuel arabe, et même cinématographiquement, et elle est assez importante. Hein. Tu voulais dire quelque chose, Reda? Oui, je voulais dire tout simplement que, dans un monde qui s'est multilatéralisé, les États-Unis gardent quand même un soft power qui est très puissant dans le domaine cinématographique, parce que tout simplement la transition technologique va encore en leur faveur. Il faut parler maintenant de soft power numérique. Oui. Le soft power numérique fait que les Américains se sont dotés de tout un arsenal juridique qui leur permet, notamment depuis 2018, de pouvoir accéder carrément aux données des personnes qui sont abonnées, par exemple, Facebook et tout ce qui s'ensuit. Oui. Donc, ce qui montre Twitter, ce qui indique qu'il y a un lien très fort entre le numérique et le cinéma, entre la culture et le numérique, qui fait que quasiment on peut parler du duopole entre les États-Unis et la puissance émergente qu'est la Chine en matière de numérique. Donc les Américains vont encore être une des principales puissances pendant longtemps, c'est encore une puissance technologique. Je pense que pour les États-Unis, le soft power américain s'est développé après les années la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les États-Unis, c'est sorti comme une puissance qui a gagné la guerre après la chute du régime nazi en Allemagne. C'était la rencontre de Bretton Woods. C'était en 1944, en juillet 1944, les États-Unis rassemblaient le monde entier pratiquement dans une réunion qui a duré presque 2 mois pour imposer le dollar comme une monnaie d'échange. Tout à fait, une monnaie d'échange. C'est là que le soft power, qui est aussi un hard power, parce qu'il y a beaucoup d'États qui n'ont pas voulu entrer dans ce jeu, notamment la Russie et d'autres États, ont été mis à l'écart. On a tenté, bien sûr, de les mettre à l'écart, mais Reda a parlé du cinéma. Il y a un film qui en parle bien, c'est Les Faussaires. Oui, Les Faussaires. Comment ils ont essayé d'imposer le dollar sur le dollar comme une monnaie d'échange. Le Deutschmark allemand. Oui, absolument. On lit toutes les économies, enfin la plupart des économies, aux banques américaines. Mais vous avez parlé de cinéma, Reda a parlé de cinéma, la Chine est en train maintenant d'imposer ses règles pour Hollywood. Parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a 80 000 écrans en Chine. C'est le premier pays au monde. Aux États-Unis, il y a 40 000. Vous voyez, ils ont le double. Et quand vous avez 40 000, si vous diffusez un film sur 10% des salles, vous avez 10% des écrans, parce qu'il y a des salles où il y a plusieurs écrans, c'est 8 000 salles. Quel est le pays qui a 8 000 salles? Aucun pays européen n'a 8 000 salles. La France a plus de 2300 salles.
l'Allemagne 1800, et puis il y a des autres pays comme l'Espagne ou le Danemark, etc. Et donc c'est un immense marché pour Hollywood. Donc Hollywood, qu'est-ce que fait Hollywood? On n'en parle pratiquement pas, mais Hollywood est en train de s'adapter au marché chinois. Dernier en date, il y a 2-3 jours, le film Fight Club, que tu dois Fight connaître, Club, oui. il est sorti en 1999, qui a fait beaucoup de débats à l'époque. Avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt. Oui. La fin a été changée. Et le film a été autorisé de diffusion en Chine, notamment avec la plateforme Tencent. On a changé la fin en mettant un écran noir avec un écrit blanc pour dire que Tyler, qui est le personnage principal, anarchiste, qui a dynamité les immeubles pour un peu effacer les dettes des familles américaines, c'est l'histoire de Fight Club, les amis peuvent revoir le film, a été changé à la fin. Pour ne pas dire que le mauvais ou celui qui a voulu changer de l'ordre a gagné à la fin. Et la Chine autorise 40 films par an sur ces écrans, 40 films seulement étrangers. Hollywood veut gagner ça. Et donc Hollywood maintenant est en train de demander aux acteurs qui partent en Chine de choisir leurs mots, choisir leurs termes, dire des choses et ne pas dire d'autres, pour ne pas perdre le marché chinois. Et donc sur ce plan, l'un des forces du soft power chinois, c'est l'économie. À travers l'économie, ils peuvent aussi changer les rapports avec d'autres nations. La Russie, c'est un autre modèle aussi. Qui arrive. La Russie, c'est l'alternative. Je suis une alternative pour le monde que vous ne voulez pas. Parce que maintenant, il y a beaucoup de contestations. La marche des camionneurs, comment ça s'appelle déjà, de la liberté. Oui, au Canada. Au Canada, qui est venu en Europe. En France, oui. Les indignés, le mouvement des indignés, le mouvement Podemos, tous ces mouvements de gauche de contestation peuvent se retrouver dans le discours russe, d'une manière ou d'une autre. Oui, Reda. Cela dit, nous avons parlé de la Chine et des États-Unis, mais en termes de puissance, en ce qui concerne le soft power, ce n'est ni la Chine ni les États-Unis qui occupent la première place. Oui. Savez-vous quel est le pays qui est en première position en 2021? Non, pas du tout. Ça dépend des ans. La Corée. Même pas. Ah bon? Même pas. C'est un pays qui n'est pas très loin de chez nous et qui a été classé en 2021 comme étant la première puissance mondiale en termes donc, de soft power. C'est un pays que nous connaissons bien. Oui, exactement. La France en matière d'influence culturelle. Elle a été classée par les magazines spécialisés. Ils sont passés de la 5e place en 2020 à la première place en termes de soft power, grâce tout simplement... En quoi la France se classe? Son cinéma, il n'est pas du tout. Le Festival de Cannes. Oui, le Festival de Cannes. De Cannes. Tout à fait. Quand je dis son cinéma, à travers ses salles de cinéma notamment. Mais les salles de cinéma, en Allemagne, il y a plus de salles de cinéma qu'en Grande-Bretagne, la même chose. Donc. Mais en termes de diversité et de projection, c'est vrai, dans une ville comme Paris, ça reste encore Non, je pense que l'Allemagne est supérieure que la France. En matière de salles, l'Allemagne compte 2100 salles. Non, en Allemagne, c'est 1800 salles. Oui, tout à fait. Mais la différence n'est pas grande. En fait, je ne parle pas en termes de quantité, mais... Tu parles de présence de soft power. Oui, voilà. Ouais. C'est vrai que la France a misé beaucoup sur la culture. C'est l'un des pays de l'Europe qui défend le plus sa culture, son cinéma et surtout ses produits. Parce qu'il faut préciser que... Le soft power, ce n'est pas seulement le cinéma ni la télévision. Parfaitement, exactement. Les produits de large consommation, les fromages, les marques, les t-shirts Lacoste, les parfums, tout ça, ça fait partie du soft power. Le cosmétique, la France, l'une des forces du soft power français, c'est l'influence culturelle. Culturelle, oui, tout à fait. Parce que c'est l'un des pays d'Europe qui défend le plus... la culture, l'exception culturelle, bien que ça ne marche pas après, je pense après, c'est les Britanniques et les Italiens. Les Britanniques, il y a aussi les Russes, il y a beaucoup de pays. Mais enfin, la France, d'abord, il y a le franc CFA en Afrique, qui maintient beaucoup de pays liés à la France, le franc CFA qui a été créé à une époque... Ça, c'est autre chose. Non, c'est lié au soft power. Est-ce que tu penses qu'il y a le soft power français est plus impliqué en Afrique? Il est impliqué à travers aussi la langue, parce que l'Afrique va devenir dans 10 ans la première zone francophone au monde.
Et les Français font tout à travers les instituts, parce que les instituts culturels qui sont présents dans les pays, c'est pas uniquement le cas de la France, il y a le cas de la Grande-Bretagne, avec le British Council, l'Institut culturel italien, l'Institut Cervantes espagnol, et on peut ouvrir une parenthèse, l'Algérie, je pense, pour la zone africaine, gagnerait aussi à ouvrir des centres culturels dans plusieurs pays, notamment du voisinage. Les échanges culturels, les échanges entre étudiants, même les échanges entrent dans le soft power. Soft power, c'est pas, comme vous l'avez dit, cinéma, télévision, mais également la musique, c'est les échanges musicaux, les échanges scientifiques, la coopération entre les universités, c'est de maintenir, parce que... On a oublié, pour revenir à ce qu'a dit Reda, la gastronomie. La gastronomie, alors, il y a une opération qui est initiée par l'Institut français, c'est Goût de France. Et chaque année, dans les instituts français, on lance l'opération Goût de France qui fait la promotion de la gastronomie française. La même chose pour les Italiens aussi. À l'Institut italien, on lance chaque année dans les instituts à travers le monde tout ce qui concerne la pizza, la gastronomie italienne, etc. Donc, le soft power, c'est aussi la gastronomie. Il y a aussi le tourisme, parce que la France est un pays... C'est la première destination touristique. C'est la première destination touristique au monde, je pense. Bon, je pense que c'est le seul pays au monde qui a 100% de sa population l'équivalent des visiteurs en tourisme. C'est-à-dire ils sont à entre 60 et 70 millions, ils ont plus de 70 millions de... Non, le nombre de visiteurs de la France en 2020 était de 85 000. Ouais, 85 000. Ils ont dépassé les 100%. Oui, il y a 1,2 touristes pour un habitant. Ils ont dépassé les 100%. Et suivi de la Chine. Surtout en été. Suivi de la Chine, de l'Italie, des États-Unis, de l'Espagne, de la Turquie aussi, parce que la Turquie est en train de monter, 35 millions de visiteurs. Le tourisme aussi... La Turquie a boosté son tourisme grâce au feuilleton. Grâce au feuilleton, parce que les gens ont tendance à visiter les lieux de tournage, comme les palais. Oui. Istanbul, c'est une ville aussi, une très belle ville, parce qu'il y a la mosquée bleue, il y a beaucoup de lieux que les Algériens ou les autres, parce que les films pour revenir à ce que tu as dit, par exemple en Croatie, qui est l'un des principaux pays touristiques en Europe, il est souvent visité à cause du décor de Game of Thrones, parce que le château de Game of Thrones, il se trouve en Croatie, et beaucoup de touristes viennent en Croatie juste pour visiter le château de Game of Thrones. La Croatie a bien un festival qui s'appelle le festival de Pula. Je pense qu'il se tient toujours, et d'ailleurs, l'une des plus belles salles de cinéma au monde se trouve à Pula, parce que c'est décoré avec un décor de palais, etc. C'est très, très beau comme salle. Et vous l'avez évoqué, les décors de cinéma, les décors de télévision, de séries. Et pour un appel pour là, on voit le lien qu'il y a entre le tourisme et la culture et le cinéma. Tout le monde, quand on voit la Tour Eiffel, on sait que c'est Paris. Quand on voit la Statue de Liberté, on sait que c'est New York. Et beaucoup de pays jouent sur ça. Ça veut dire que les villes doivent avoir une personnalité et un symbole. Un symbole qui, dès qu'on voit ce symbole, on reconnaît la ville. Donc, les notes musicales aussi. Dès qu'on écoute la musique rock, on sait qu'on parle des États-Unis. Quand on voit de la musique française avec l'accordéon, on sait qu'on parle de Paris avec le béret. Ça peut être un stéréotype ou un cliché, mais c'est entré dans les mémoires des touristes, des visiteurs. Des visiteurs aussi qui viennent aussi à cause de ça parfois. Et puis, vous avez cité l'exemple de la Croatie. Il faut savoir que le cinéma, ça va de pair avec l'environnement et le paysage. Qui dit Croatie, généralement, c'est la côte de la Dalmatie. Ils ont de très belles plages et même avec des villages et des villes qui évoquent le passé moyenâgeux, comme par exemple des villes comme Dubrovnik, qui sont très visitées, et d'autres avantages en ce qui concerne la présence de l'Adriatique, qui est une mer qui a toujours été je dirais convoité d'un point de vue touristique depuis des temps immémoriaux, à commencer par les empereurs romains. Alors, messieurs, puisqu'on parle de l'Europe, on parle de l'Amérique, on parle de la Chine, et chez nous, est-ce qu'il existe un soft power? Alors, quand on dit chez nous... en Algérie. En Algérie, oui. Ah, d'accord, parce que moi je pensais... Tu pensais à la France ou quoi? Non, je pensais à un pays en Afrique qui occupe une bonne position, à savoir le Nigeria. Le Nigeria, grâce à sa musique moderne, il arrive à grâce exporter à son cinéma, musique. Hollywood, c'est le premier producteur africain. Son cinéma et sa musique.
Oui. C'est lui qui occupe le hit parade en Afrique. En Afrique. Ce qui concerne le Nigeria. Il y a un autre pays aussi qui Je suppose c'est l'Afrique du Sud. il y a l'Afrique du Sud. Et le Maroc aussi. Et le Maroc. Le Maroc, oui. Le Maroc, parce que ils ont tourisme. une politique. Avant le tourisme, en ce qui concerne l'Afrique, par exemple, de formation des imams. Oui. La formation des imams fait partie du soft power, les conférences. Ah bon, pourquoi la formation des imams? Eh ben, Parce qu'il y a beaucoup d'imams africains formés au Maroc. Oui, tout à fait. Et puis, les Marocains aussi envoient des imams marocains en Afrique, et ça contribue tout simplement à la diffusion d'une image d'un islam soft. C'est comme les missionnaires mormons. Oui, exactement, tout à fait. L'Algérie a une carte au nord en main, c'est la Tijaniya. La Zawiya Tijaniya qui rayonne sur toute l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Vous savez que la capitale de la Tijaniya, bien que les Marocains disent que c'est chez eux, ce n'est pas du tout chez eux. Ouais. C'est l'histoire qui le dit. La Tijaniya, c'est Ain Madi dans la région de l'Arbat. L'Algérie peut jouer énormément sur ça parce que ça développe beaucoup de relations fraternelles, beaucoup de relations humaines. Les Tijanis sont au Sénégal, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Togo, ils sont au Mali, sont même en Afrique Centrafrique, etc. Et même du côté oriental de l'Afrique, le Soudan, le Kenya, le Tchad, etc. L'Algérie pourrait jouer sur ça. La deuxième chose, les radios algériennes, à mon sens, devraient être présentes en Afrique. On peut le faire parce que les bandes FM, fréquences modulées, des radios marocaines sont présentes, des radios françaises, britanniques, la BBC, elle est dans toute l'Afrique à travers la bande FM. L'Algérie, à travers sa radio internationale ou ses radios, peut aussi être présente parce que quand on écoute une radio algérienne, on écoute une chanson algérienne, on écoute un discours algérien, on peut s'adapter à ça. Les journaux, on peut aussi envoyer nos journaux en zone africaine puisqu'il y a des vols qui partent vers cette zone. Je pense que pour développer le soft power algérien, il y a bien sûr un certain soft power. Le sport aussi est un soft power. Quand l'équipe algérienne de football ou de handball gagne une médaille ou gagne une coupe, c'est aussi l'Algérie qui est présente, le drapeau algérien qui est présent, l'hymne national algérien qui est présent. C'est pour ça qu'il faut travailler sur tous les angles. Il n'y a pas que la diplomatie. Il y a la diplomatie qui est là, bien sûr, pour aider, pour ouvrir. L'autre chose, à mon sens, qu'il faut faire, c'est aussi les centres culturels, on en a parlé tout à l'heure, ce serait bien que les centres culturels soient ouverts. On commence par les pays du voisinage sahélien, le Mali, le Niger, la Mauritanie, avec qui nous avons d'excellentes relations, le Tchad, etc. Et on peut descendre vers l'Afrique. Pourquoi il y a l'Institut français ou l'Institut britannique ou italien dans toute l'Afrique, il n'y en a pas en Algérie. Maintenant, la Chine est en train d'investir l'Afrique. Vous savez qu'il y a 2 films chinois qui ont été réalisés entre 2017 et 2016. Il y a d'ailleurs un festival du cinéma sino-africain qui se déroule au Cap, en Afrique du Sud. 2 films, là, ça s'appelle Warrior 2, je pense, Wolf Warrior. Et un autre film qui s'appelle When Africa Meets You, quand l'Afrique vous rencontre. Alors, on voit quoi dans ces films? On voit des Chinois, une femme pour le premier film et un homme pour le deuxième, qui vient sauver les Africains des braconniers et des mercenaires. Donc voilà, la Chine qui vient sauver les Africains des anciennes puissances colonisées. Et la Chine travaille énormément sur ça. Nous n'avons aucun héritage historique avec vous, nous n'avons aucun litige, nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir. Et les soft power chinois travaillent sur ça, également les Turcs, pour la zone africaine. Bon, la question de la présence ottomane au Maghreb, en Algérie, en Tunisie, c'est un débat, mais la Turquie travaille aussi sur cette idée du passé. Le passé peut désavantager certaines puissances occidentales, le passé colonial. Et vous savez qu'il est en train de ressurgir. Vous avez parlé de la France, le Mali. On n'a jamais vu un pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique francophone retirer un ambassadeur de cette manière, chasser un ambassadeur français de Bamako, etc. Et des manifestations, notamment aussi en zone sahélienne, contre la présence militaire française pour des considérations politiques. Mais les soft power, dans leur sens, a changé en Afrique. A changé. Et surtout dans les pays subsahariens comme le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et tout. La Guinée. La présence chinoise, mais aussi russe. Russe et indienne aussi. Parce que l'Inde aussi, il y a aussi la présence saoudienne. Parce qu'on en parlait de puissance de soft power arabe, l'Arabie saoudite vient en force parce qu'il y a un festival de cinéma Bahr al-Ahmar, la mer Rouge, il y a la télévision saoudienne qui va se développer davantage, le sport aussi, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, parce que c'est aussi une autre puissance en mouvement actuellement dans le soft power et le smart power, on en parlera tout à l'heure, qui est en train d'acheter des terres en Afrique, des terres agricoles. Faire travailler des Africains sur place, développer des sociétés, développer les échanges avec les universités, créer des instituts, développer les échanges religieux. Parce qu'on a tendance à l'oublier aussi, c'est que la religion est également un vecteur de soft power.
L'Arabie saoudite se présente comme une puissance sunnite dans la région. Il y a aussi l'Iran, parce que l'Iran, c'est une autre forme de soft power qui passe pour un grand résistant face aux États-Unis. Faisal, tu as parlé beaucoup de cinéma et d'audiovisuel et surtout de présence chinoise en Afrique. Moi, je voudrais rebondir parce que vous ne m'avez pas convaincu concernant le soft power en Algérie. Alors, est-ce que le rail, le rail est un soft power que l'Algérie a utilisé pour faire connaître un petit peu sa culture à travers le monde? Je pense. C'est vrai que le rail a été, à ses débuts, mal vu. On se rappelle qu'à un moment donné, les chansons rail, bien sûr, les chansons, quand on parle du rail, on parle de la musique, on parle des belles paroles, de la poésie populaire qui vient du trap, qui vient de notre patrimoine. On ne parle pas des autres textes qui n'ont pas du tout un rapport avec la poésie. A souffert à ses débuts, mais la radio algérienne a joué un grand rôle, notamment la Chante 3. À la diffusion de la chanson rail, à faire connaître des chanteurs qui Je pense que le premier événement qui avait démocratisé, on peut le dire ainsi, le rail, c'était le festival le festival du 5 juillet à l'OREF 1987 où le rail a tenu un petit peu la vedette avec les chanteurs africains, notamment Moré Kanté, il y avait aussi le jazzman du Cameroun, j'ai oublié son nom, qui était présent. Manu Dibango, voilà, exactement. Plusieurs chanteurs africains, le rail, avec Khaled, avec Mami, avec aussi des chanteurs franco-algériens comme Rachid Bahri, Rachid Taha à l'époque, ont démocratisé un petit peu cette musique qui était disons, très marginalisé en Algérie. Et bien sûr, le premier album de Khaled Kouché, avec Safi Boutella, financé par l'OREF et notamment le colonel Snoussi, qui dirigeait à l'époque l'OREF, qui avait imposé un petit peu le rail. Moi, je voyais la dernière fois une vidéo de Chaba Djennet qui chantait à la télévision algérienne. Chaba Djennet, qui était considérée une chanteuse un petit peu interdite de l'écran à la télévision publique, et elle se retrouve en train de chanter un petit peu au milieu des familles, une chanson très populaire qui a fait un succès et qui est sortie un petit peu de l'Algérie pour atteindre les frontières maghrébines d'abord et les frontières européennes ensuite. C'est pour ça que maintenant il y a des luttes pour reconnaître le rail comme bataille entre le Maroc et l'Algérie. Oui, parce que le rail n'est pas un patrimoine partagé. L'UNESCO agit lorsqu'il s'agit d'un patrimoine partagé comme le couscous, qui est un dossier, qui a été déposé par les Tunisiens, les Marocains, même la Mauritanie. La Mauritanie, l'Algérie, il y a aussi du couscous en Libye. Et la Libye, vu son contexte politique, n'a pas participé au dossier qui a été coordonné par l'Algérie. Maintenant, il s'est reconnu comme un patrimoine universel du Maghreb. Le rail est une musique algérienne. On peut parler par exemple du diwan, parce que l'Algérie peut aussi développer le diwan, qui est le diwan, c'est le gnawi. En Maroc, c'est le gnawi. Le stambouli en Tunisie, le stambali en Libye. C'est un patrimoine musical qui va jusqu'en Arabie Saoudite. On peut dire que c'est un patrimoine partagé, mais le rail, dans sa forme musique populaire, parce que c'est des chants populaires, c'est des chants bédouines qui sont nés notamment de l'ouest algérien, on était avec la gasba et le bendi, qui s'est développé après avec les instruments modernes. C'est un chant algérien et qui doit être présenté à l'UNESCO de cette manière. Et c'est vrai que l'un des soft power algériens passe aussi par la musique rail, passe par la musique andalouse. La musique andalouse est également présente au Maghreb dans certains parties, mais la musique andalouse algérienne, le malouf notamment, ils disent qu'en Algérie, dans sa forme musicale actuelle. Il y a aussi le cinéma, parce que l'Algérie, on parle beaucoup de cinéma, et vous souriez, Salim. Non, je ne souris pas, tu n'as pas laissé le temps de parole à Non, je termine avec ça. Je termine avec ça, c'est l'idée, le film de Mohamed Lakhdar Hamina, en 1975, La Palme d'Or. L'Algérie a Palme d'Or au Festival de Cannes. Ouais. Donc le cinéma algérien aussi. Les années de Brest. Ouais. Les années de Brest en 1975. Alors, à mon sens, et dis-moi si je me trompe, Reda, je pense que un peu malheur est bon. Le film qui a vraiment fait connaître l'Algérie dans le monde, c'est bien le film La Bataille d'Alger. Oui, de Gillo Pontecorvo. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un excellent film. Qui ne meurt pas, qui est toujours d'actualité et surtout qui a fait connaître un petit peu la cause de la révolution algérienne. En même temps, aujourd'hui, quand vous rencontrez, par exemple, j'ai rencontré des Iraniens, des Européens, des Américains, quand vous dites, voilà, je suis
un réalisateur algérien, vous dites oui, on connaît le cinéma à travers la bataille d'Alger, mais ils ne connaissent pas les autres films, parce que nos films, l'Algérie a produit plus de 400 films, mais la majorité ne sortent pas des frontières ou ne voyagent pas dans les festivals. Le seul film qui reste éternellement visionné et regardé, c'est bien la bataille d'Alger. Oui, mais il y a aussi les vacances de l'inspecteur Tar aussi. Qui dans la est comédie. connu seulement un petit peu dans la région maghrébine, malheureusement. Et il faut noter que la Bagdélia d'Algérie, comme on dit en italien, bien sûr, a été censurée à sa sortie en France jusqu'aux années 80. Parce que, oui, 40 ans de censure. Oui, parce qu'il parlait d'une bataille, alors que la bataille d'Alger, c'est un terme très très discutable. Hein. En fait, c'était vraiment des massacres qui ont été commis en 56-57, notamment par les généraux qui étaient à l'époque. Et effectivement, parce que c'était un film qui a montré ce qui s'est passé en Algérie. Tout à fait. Qui a montré la réalité. C'était une occupation militaire qui utilisait tous les codes de la domination. En faisant disparaître des combattants, en torturant, etc. Et c'est pour ça que le film a eu de l'écho. Bien sûr qu'il a eu un écho sur notre plan, parce que le Pentagone a projeté le film pour montrer la guerre dans les milieux urbains. En Irak. Oui, comment ça se passait. Mais il a étudié un petit peu comment combat la guérilla urbaine, à Bagdad, à travers le film La bataille d'Alger. Donc il a utilisé par un autre mot, parce que le Pentagone aussi utilise beaucoup les films de guerre pour faire passer des messages aussi. Et même le film La bataille d'Alger a été utilisé par les Israéliens quand justement pour étudier un petit peu le comportement des poseurs de bombes, etc. Parce que les Israéliens considèrent que la révolution algérienne a insufflé beaucoup de choses aux combattants, aux résistants palestiniens. Oui, mais surtout, ça a été utilisé par les Américains lors de la bataille de Falloujah en 2006. Tout à fait. Ils ont visionné donc le film sur la bataille d'Alger. Parce que c'était quartier par quartier. Oui, voilà, pour s'en inspirer lors de leur intervention à l'occasion de cette bataille-là. Mais pour revenir au soft power algérien, j'aimerais insister sur le fait qu'il peut être aussi bien culinaire que cultuel, mais de manière élargie, parce que le couscous en lui-même, même si c'est un patrimoine qui est maintenant partagé avec les autres pays du Maghreb, il n'en demeure pas moins que le berceau du couscous, c'est l'Algérie. Pourquoi ? Et les Algériens ne le défendent pas, ils ne savent pas, de ce point de vue-là, se défendre suffisamment. Parce que le couscous, c'est le pays du blé. Tout à fait. Or, dans l'histoire de l'Afrique du Nord, le pays du blé, le grenier à blé, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, oui. Donc, c'est l'Algérie qui a eu la primauté en ce qui concerne cette activité culinaire, qu'ils ont partagée par la suite, bien sûr, avec leurs voisins tunisiens et marocains, et avec des variantes. On trouve par exemple à Djerba le couscous au poisson. Il existe chez nous, et qui existe aussi en Algérie. Il y a ce point-là. Deuxième point, nous avons aussi les personnages historiques. Par exemple, on avait parlé de la Tidjaniya, mais on a aussi d'autres personnages qui sont mondialement connus. Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone à Annaba, est mondialement connu. Nous avons 200 millions de protestants qui veulent venir visiter l'Algérie, rien qu'à cause de lui. Pourquoi ? Parce que la basilique de Saint-Augustin à Annaba, théoriquement, elle est considérée comme étant le 4e lieu saint de la chrétienté. Donc vous voyez qu'en termes de gisement, l'activité culturelle peut aussi attirer beaucoup de gens, aussi bien en Occident qu'en Afrique, avec la Tidjaniya. Il y a aussi un autre personnage, si vous permettez, Salim, c'est l'Imam Abdelkader, qui est le fondateur de l'État algérien moderne. L'imam Abdelkader, à Damas, en Syrie, et il avait contribué à sauver les chrétiens contre les massacres qui allaient être commis à l'époque. Et rien que pour sa tact, il est considéré comme un exemple du vivre ensemble. Parce que l'imam Abdelkader étant musulman, il a caché ou protégé les chrétiens contre un véritable massacre. C'est un véritable symbole pour l'Algérie. Parce que l'imam Abdelkader, il peut être valorisé, à mon sens, plus valorisé à travers des films, à travers des documentaires. Je sais qu'il y a des documentaires, qu'il y a beaucoup d'écritures, beaucoup de livres, mais on peut encore parler de ce personnage universel. On n'a aucune honte de le dire. L'imam Abdelkader est un personnage universel. Alors, brièvement. Voilà.
le soft power et la diplomatie a été appliqué il y a cela quelques semaines par les Algériens, quand le président italien est venu faire sa visite ici en Algérie, il a visité Alger, et puis par la suite il s'est rendu directement à Annaba pour le visiter. Tout à fait, récemment. Donc oui. la basilique de Saint-Augustin, parce que pour le président italien et pour les Italiens, Saint-Augustin c'est une figure vivante. Vivante. Et Voilà, algérienne en plus. Algérienne. Voilà. Voilà. Alors, pour clôturer un petit peu ce dossier, on parle beaucoup de sharp power et également de smart power. Bon, sharp power, c'est les Chinois qui combat un petit peu le soft power américain, mais également les Américains parlent du smart power pour parler un petit peu ce qu'on appelle tout ce qui est nouvelle technologie ou bien la définition de la puissance douce, quoi. Oui, le smart power, pour expliquer à nos amis téléspectateurs, c'est le pouvoir intelligent. Intelligent, oui. On combine les deux techniques, du hard power qui est la force, qui est la contrainte, et le pouvoir doux, le pouvoir... Mais qui a le dessus, le sharp power chinois ou bien le smart power américain? Le sharp power, les Américains ont voulu, dès la création de ce terme, qui est pouvoir sharp power, ça veut dire un pouvoir tranchant ou pointu. Il a été imposant. Il a été conçu par une fondation qui s'appelle la Fondation National Endowment for Democracy, la NED. Puis à l'époque, il y avait deux chercheurs de cette institution. Ils sont proches des républicains? Ils sont bipartisans, il me semble, des deux, qui a étudié Russia Today, la chaîne de télévision russe, qui est considérée comme un moyen du sharp power russe. Tout à fait, oui. Parce que la Russie a un autre discours par rapport aux relations internationales, par rapport au rapport avec l'Iran, rapport avec la Syrie, rapport avec ce qui se passe dans la région arabe. Et on a considéré ça comme une politique de manipulation. Comme si Fox News aux États-Unis ne faisait pas de manipulation. Donc c'était orienté dès le départ comme un pouvoir mauvais, presque mauvais, pratiqué par la Chine, et pratiqué par la Russie et pratiqué par l'Iran, alors qu'il est pratiqué aussi par les Américains, par les Européens, à travers l'Union européenne ou à travers d'autres instruments. Parce que la manipulation, tout le monde l'a fait. Qui ne fait pas de la manipulation politique dans le monde ? Tout le monde le fait pour des intérêts économiques, pour des intérêts financiers. Et donc ça a été développé. Et curieusement, quand on cherche qui est la fondation qui a conçu ce terme, on retrouve beaucoup de sociétés américaines comme la Coca-Cola, comme Chevron, comme Goldman Sachs, comme Google, les GAFAM. Tous les GAFAM sont au sein de cette fondation. Et la finance. Enfin, c'est un financement. Donc vous savez donc la conception du terme a certes beaucoup d'intérêts, pas uniquement économiques. Il y a aussi des intérêts géostratégiques, des intérêts politiques, parce que la Chine menace aussi les États-Unis sur le plan commercial. Donc la bataille n'est pas finie. Elle n'est pas finie, oui. Voilà. Merci, messieurs, pour ce dossier spécial soft power. On aurait aimé avoir un avis d'expert dans le domaine. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé, disons, d'expertise plus élaborée que la vôtre, je pense. Moi, je pense que l'université algérienne gagnerait à s'intéresser à ces thèmes. Ces thèmes sont maintenant dominants dans la recherche, dans les études, les sciences humaines. C'est un concept qui n'est pas étudié dans les universités, malheureusement. Malgré que, il est étudié à l'Institut des sciences politiques, je pense, mais pas suffisamment. Il faudrait approfondir la recherche. En arabe, le Qawa Na'ima. Oui, le Qawa Na'ima, mais je pense qu'il faut créer carrément un institut qui va étudier uniquement ça, parce que ça sera les batailles du futur. Les batailles du futur. Merci, messieurs, pour ce décryptage de la soft power. On va rester un petit peu sur Mediapro pour faire un arrêt sur image sur le documentaire de l'Arbi Ben Cheikha, Vent de sable, à l'occasion justement du 13 février qui commémore un petit peu le premier essai nucléaire en Algérie. Alors, français en Algérie, voilà, exactement, essai nucléaire français en Algérie. Alors, avant de commencer le débat et d'avoir un petit échange avec le réalisateur l'Arbi Ben Cheikha, on regarde cet extrait et on revient.